Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Damien Lagazure, Le masochisme du sadomasochisme au sacré 2010. Éric Dacheux dire, Vivre ensemble aujourd'hui, le lien social dans les démocraties pluriculturelles 2010. Martine Abrous, Se réaliser. Les intermittents du RMI, entre activité, emploi, chômage et assistance 2010. Roland Guillon, Harmonie, rythme et société. Jeunesse de l'art contemporain 2010. Angela Xavier de Brito, L'influence française dans la socialisation des élites féminines brésiliennes 2010. Barbara Lucas et Tanouyen Ballmercao, sous la direction de Les nouvelles frontières du genre. La division publique-privée en question, 2010. Christelle Greniertorres, dire L'identité genrée au cœur des transformations, 2010. Xavier Dunzat, Jacqueline Heinen, Elena Hirata, Roland Pfefferkorn, Coord, Travail et rapports sociaux de sexe. Rencontre autour de Daniel Kergoat 2010. Alain Berger, Pascal Chevalier, Geneviève Cortès, Marc Dedezire, Patrimoine, héritage et développement rural en Europe, 2010. Jacques Goldberg dire, Éthologie et sciences sociales 2010. Monsieur Dendani, La gestion du travail scolaire. Études auprès de lycéens et d'étudiants, 2010. Françoise Chassagnac, Les sans-abri à La Rochelle de nos jours, 2010. Nathalie Frigul, Annie Thébault-Maury, Où mène le bac pro? Enseignement professionnel et santé au travail des jeunes, 2010. Mathieu Bensoussan, L'engagement des cadres. Pratiques collectives et offres de représentation, 2010. À Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Préface. Le travail de Sabrina Wehmien, jeune sociologue qui publie ici son premier mémoire de recherche, soutenu à l'Institut d'études politiques de Lille, réfute deux idées reçues qui font partie d'un sens commun politico-intellectuel dominant. La fin des classes sociales et la répugnance des dominants pour le militantisme politique. La sociologie française est aujourd'hui dominée par la figure de l'individualisme, nouveau totem explicatif passe-partout, qui légitime l'abandon d'une lecture de la société en termes de classe sociale. Raisonner en termes de classe sociale est devenu illégitime alors même que les inégalités sociales se sont accusées depuis une vingtaine d'années et que les intérêts des dominants n'ont sans doute jamais été aussi bien défendus. Il n'est guère contestable que les classes sociales subjectives, classe pour soi, aurait écrit Marx, et les processus d'identification à ces constructions en partie symboliques que sont les classes se sont affaiblis. Mais le poids des catégories populaires n'a guère diminué depuis 30 ans, 60% de la population si on agrège employés et ouvriers. On dénombre 8 millions d'employés dont la condition sociale a eu tendance à se rapprocher de celle des ouvriers. Prolétariat des services, nouveau précariat. Les ouvriers étaient 7 millions en 1982, ils sont encore 6 millions en 1999. L'impression trompeuse d'une disparition ou d'une évaporation provient des transformations internes du groupe. La classe ouvrière se disperse et s'atomise dans des univers professionnels moins hiérarchiques et moins structurés. Ce qui caractérise structurellement ces groupes, c'est bien un certain nombre d'inégalités. La France détient par exemple le record européen d'inégalité masculine devant le cancer avant 65 ans. Un ouvrier a 4 fois plus de risques de mourir de cette maladie entre 45 et 54 ans qu'un cadre supérieur. La notion de classe moyenne, catégorie aux contours de plus en plus flous qui opacifie la lecture de la société, est de plus en plus mobilisée par les individus pour se situer socialement. Elle sert d'illusion pour un peuple qui a honte de son état ou de déguisement pour certains membres des classes supérieures qui refusent de s'assumer comme tel un.
La structure sociale n'a donc pas disparu. Sabrina Ouaimien s'attache ici au haut de la structure sociale, aux catégories sociales dominantes et montre très bien, dans le sillage fondateur des travaux séminaux de Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, que dans le 16e arrondissement parisien la classe bourgeoise reste une réalité, objective autant que subjective, incontestable. Sa plongée dans la sociabilité locale, les pratiques militantes, les réseaux d'interconnaissance et les codes de ce territoire laboratoire démontrent avec éclat que la bourgeoisie est bien la dernière classe mobilisée, qu'elle défend âprement ses intérêts et ses privilèges et que, par-delà son individualisme affiché, elle se caractérise par un sens aigu du collectif. Sabrina Ouaimien explore la société politique des individus, du 16e arrondissement, et décrypte l'élaboration politique de stratégies de classe pour préserver un groupe, ses frontières, son identité, le territoire constituant un média de la construction d'une identité collective. La dimension politique et le travail politique de délimitation du groupe sont essentiels dans ces construits sociaux que sont les classes sociales. Ce travail fait défaut aujourd'hui à gauche et dans les catégories populaires. Si la classe ouvrière a ainsi disparu, c'est pour partie parce que les partis de gauche ont cessé de la représenter, de la figurer, de l'objectiver dans des discours, des pratiques, des profils de dirigeants d'eux. L'UMP est de son côté beaucoup plus décomplexée, pour reprendre une expression qui fait florès dans ses rangs. Le nous, bourgeois dans ce ghetto du Gotha, que constitue le 16e arrondissement s'objective dans une appartenance et un travail proprement politique. Ce que montre cette étude, c'est son deuxième principal apport, c'est que le militantisme n'est pas le monopole des partis de gauche et que les dominants ne négligent pas cette forme d'action collective longtemps assimilée à la culture organisationnelle et historique des partis de masse progressistes. Le parti, entendu comme collectif de militants, est certes né à gauche à la fin du XIXe siècle. Il s'opposait alors à droite, à celui de notables, ou, dans une version politologique, Maurice Duverger, au parti de cadres peu disciplinés, fondé sur la personnalité de ses membres. Les partis de droite sont au départ dominés par l'individualisme de leurs membres qui, bien dotés en capital social, peuvent faire l'économie du capital collectif accumulé par les partis. Les partis ouvriers, à la fin du XIXe siècle, opposent la force du nombre, celui de ses militants qu'il met en scène, à celle du nom, celui des notables locaux, dont la lignée constitue le sésame de l'élection. Les militants font nombre, ils font masse et s'annulent dans le collectif où ils se fondent. Cette légitimité militante renvoyait aussi à l'idée d'avant-garde théorisée par le marxisme. Le parti est un outil d'émancipation aux avant-postes de la société. Cette culture n'existe pas à droite, mais le militantisme n'y est pour autant pas absent. Il revêt d'autres fonctions. Il ne faut pas forcément penser le militantisme à droite, avec des catégories d'analyse forgées à partir de l'analyse du militantisme à gauche. Comme le montre très bien Sabrina Ouaimien, le militantisme à l'UMP prolonge la socialisation de classe et la sociabilité bourgeoise. L'étude analyse avec beaucoup de finesse l'imbrication de la sphère militante et de la sphère sociale. L'engagement se vit comme un prolongement naturel d'une socialisation spécifique au sein de la classe dominante. Les pratiques militantes traditionnelles, connotées à gauche, réunions, tractages, sont retraduites en fonction des codes de la classe dominante. L'UMP, en quelque sorte, formalise l'informel des relations de classe. Sabrina Ouaimien apporte sur ces points une contribution inédite à la sociologie du phénomène partisan à droite. Cette étude s'inscrit dans le renouveau des travaux de sciences sociales portant sur l'engagement, conçu comme une activité sociale analysée dans le temps long, et encastrée dans les différentes sphères de vie qui définissent les individus. Elle met à jour les matrices de l'engagement, les réseaux, les systèmes de valeurs et les répertoires de pratiques qui caractérisent le militantisme à droite dans un territoire homogène socialement, mais aussi traversé de contradictions et de divisions. Sabrina Ouaimien parvient à la fois à mobiliser un cadre théorique pertinent, bourdivain pour faire vite mais sans fétichisme, et à décrire empiriquement avec beaucoup de précision un milieu social et ses règles du jeu. Elle s'est infiltrée avec beaucoup de tact et de vigilance méthodologique dans un univers très codé et parfois hostile, confère la violence symbolique présente dans certaines situations d'entretien, qu'elle ne connaissait pas et qu'elle a appris à domestiquer. La qualité des entretiens réalisés sanctionne cette familiarité acquise avec son terrain.
Elle ne cède en rien à la caricature ou à une forme d'accusation développant une approche sociologique, qui reste avant tout compréhensive. C'est sans doute parce qu'elle n'a pas éludé la question de son rapport à l'objet étudié. Elle ne fait pas l'économie d'une sociologie de son rapport à l'objet qu'elle explicite avec franchise et rigueur. Cette étude s'apparente ainsi à une forme de socio-analyse. Il y a bien des intérêts sociaux à la sociologie. L'ouvrage qui présente au final des qualités rares et une maturité sociologique hors du commun pour une jeune sociologue, méritait ainsi d'être publié et ouvert à un plus large public. Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l'Université Lille 2. Avant-propos. Cette monographie du militantisme UMP dans le 16e arrondissement de Paris est issue d'un travail de recherche effectué entre 2006 et 2008, en collaboration avec Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, qui a donné lieu à la rédaction d'un mémoire soutenu en juin 2008 à l'Institut d'études politiques de Lille devant Rémi Lefebvre et Olivier Dumoulin. Pour reprendre les mots du directeur de l'IEP de Lille, Pierre Mathiot, auquel j'exposais mon sujet d'étude, travailler sur l'UMP dans le 16e, c'est un peu comme travailler sur le PS à Liévin. Pas de suspens, on sait déjà qui va gagner les élections. Pas d'attente trompée, la loi se vérifie à chaque convocation des électeurs. Quel intérêt y aurait-il dès lors à tenter une étude de l'engagement en politique d'individus, qui sont certains de leur victoire locale à chaque scrutin? Et pour aller plus loin, quel sens y a-t-il à militer pour une cause acquise? Pour justifier ma recherche lors des différents entretiens, j'ai souvent avancé la rareté des travaux en sciences sociales sur la droite. Ainsi, le 16e devenait pour moi une sorte d'idéal type du vote à droite, si tant est qu'il n'y ait qu'un seul vote de droite, affirmation qui sera relativisée par l'enquête. Pourtant cette motivation reste partielle et d'autres facteurs expliquent pourquoi j'ai fait le choix de la norme, et choisi ce terrain très particulier. Dans le prolongement du travail de Monique et Michel Pinson-Charlot, il s'agissait en effet d'observer la classe dominante française sous l'angle politique. La corrélation entre terre de privilège et terre de droite sera bien sûr amplement exposée et analysée au cours de cet ouvrage. Le point de départ n'est donc pas seulement une étude du militantisme UMP, mais aussi une analyse des stratégies politiques employées par la classe dominante afin de préserver ses intérêts. Le groupe social observé est particulier dans la société française, c'est la classe dominante. Des facteurs socio-économiques rassemblent ces individus au sein d'un même quartier, même si le privilège se prolonge géographiquement au-delà des portes d'Auteuil ou de la Muette. Ils représentent donc un groupe privilégié, détenteur d'une multitude de capitaux d'ordre culturel, économique, social ou symbolique. L'étude de leur engagement politique ne peut donc se restreindre à une monographie de leur motivation, de leur représentation et des formes de leur mobilisation. L'analyse ne peut faire l'économie d'une réflexion structurelle sur les mécanismes de reproduction de l'ordre social, politique et économique. Travailler sur les militants UMP du 16e arrondissement de Paris, c'est réfléchir sur la société de classe telle qu'elle perdure au XXIe siècle. Introduction. Le problème épistémique. Pourquoi l'étude de la classe dominante n'est pas un canon des sciences sociales? Le choix de ce sujet, guidé par Michel et Monique Pinson-Charlot, s'est heurté à plusieurs difficultés théoriques liées à l'état du champ de la recherche en sciences sociales. D'une part, le terrain d'enquête, les quartiers privilégiés et l'objet d'étude, les privilégiés, s'inscrivent à la marge d'un champ dont la production concerne majoritairement l'étude des problèmes sociaux et des quartiers en difficulté. D'autre part, le postulat de départ, l'existence d'une classe dominante organisée, est une posture singulière qui prône la pertinence du retour du concept de classe dans une société de l'individu. Le regard vers le haut de la société contre le sociocentrisme. L'état actuel du champ en sciences sociales montre la préférence des chercheurs pour l'étude de la pauvreté, de la marginalisation, des discriminations ou de la déviance. C'est donc le regard vers le bas de la société qui accapare la production en sciences sociales. Au cours de leur conférence, Michel et Monique Pinson-Charlot critiquent ce retrait des sociologues face aux dominants de la société. Ce phénomène a sans doute à voir avec un certain sociocentrisme, c'est-à-dire la tentation de travailler sur un objet dont on se sent proche ou familier.
Souvent d'origine sociale moyenne et modeste, les sociologues sont la plupart du temps identifiés de gauche, une affiliation idéologique qui serait incompatible avec l'étude des partis de droite et des dominants. Pour l'étude des partis de droite, une autre barrière se dresse, le mythe du compagnon de route 3. On identifie en effet fréquemment la production d'un auteur et ses propres positions intellectuelles et politiques. Il est certain que cet amalgame traduit une certaine réalité parmi les chercheurs. Citons ainsi Annie Kriegel, spécialiste et sympathisante du Parti communiste 4. Les étudiants de l'IEP n'échappent pas non plus à cette tendance et choisissent souvent leur sujet de mémoire en fonction de leurs activités et passions, sport, cinéma, etc. La multiplication des travaux sur le Front national aurait pu entamer cette représentation d'une connivence entre l'observateur et l'observé. On n'a en effet jamais confondu les enquêtes sur le Front national avec les convictions de leurs auteurs, pas même quand ils se sont intégrés à la sociabilité partisane d'extrême droite, à l'exemple de Daniel Bizel 5. Le soupçon survit pourtant à l'encontre du sociologue qui envisage de sonder la droite. J'ai perçu cette tension en côtoyant au quotidien les chercheurs du laboratoire du CNRS, Culture et Sociétés urbaines. Non pas qu'ils aient manifesté un dédain pour le sujet, ils ont plutôt été étonnés. J'ai d'ailleurs souvent ressenti le besoin de me justifier et de laisser entendre que j'étais de gauche pour éviter le doute de la connivence. Lorsque j'ai participé à une réunion entre les différents laboratoires du site Pouchet, j'ai pu sentir cette gêne collective à travailler sur des sujets considérés comme plus ou moins illégitimes en sciences sociales. En effet, lors de cette table ronde où chacun évoquait le sujet de ses recherches, j'ai résumé mon travail ainsi. Je m'appelle Sabrina Wehmien, je fais un stage avec Michel et Monique Pinson-Charlot et je travaille sur l'UMP 6 dans le 16e. La réaction a été immédiate. Un petit rire a parcouru l'audience, attentive mais amusée. Ce type de réaction m'avait été annoncé par les Pinson-Charlot qui affrontent ces sourires condescendants depuis 20 ans. Les sociologues ne rejettent pas tant le sujet qu'ils n'y trouvent que très peu d'intérêt. Pourquoi enquêter là où il n'y a pas de problème ? C'est pourtant là ma problématique principale, et c'est la question qui sous-tendra cet ouvrage. Lors de cette réunion, on me demande ce que je cherche là-bas, là où tout est joué, là où la société semble archaïque et tournée vers le passé alors que les sociologues, eux, pensent le présent et prospectent pour l'avenir. Pourtant, selon moi, rien n'est plus utile pour comprendre les mécanismes de domination que d'étudier les dominants et leurs stratégies de reproduction de l'ordre. Comment comprendre la pauvreté sans la corréler à la richesse ? Comment appréhender le désavantage social si l'on ne conçoit pas la prégnance de privilèges qui s'héritent ? On peut naturellement réduire la focale aux faits individuels et concentrer l'analyse sur les acteurs et leur trajectoire personnelle. Bien sûr, il y a beaucoup d'exceptions dans la reproduction. Il existe des miraculés du système. Pourtant, ces exceptions établissent une norme sociale qui reste à être analysée par les chercheurs en sciences sociales. Il est important de rappeler le rôle du chercheur en sciences sociales dans la définition du discours légitime et illégitime d'un temps donné. Michel Foucault dans l'ordre du discours 7 montre le rôle prescriptif de la parole experte. Les disciplines posent des limites de ce qu'il est légitime d'être débattu. Dans cette perspective, il faudrait réhabiliter l'étude des dominants, ce que font Michel et Monique Pinson-Charlot, pour éviter l'écueil qui consiste à penser les groupes sociaux de manière indépendante. Ainsi, il faut aussi enquêter là où il n'y a pas de problème pour comprendre la construction et les discours sur ces problèmes sociaux. Ce constat nous amène à observer une autre difficulté à surmonter dans le cadre de cette étude de la mobilisation politique de la classe dominante, à savoir la légitimité d'une grille de lecture en termes de classe pour sonder la société contemporaine. Le retour de l'analyse de classe. L'objet de cette enquête est le militantisme UMP de la classe dominante. L'hypothèse de recherche étant que la mobilisation individuelle par un parti politique, à savoir l'UMP, permet de penser le passage de la classe en soi à la classe pour soi. Toutes les sciences sociales sont mouesses par le débat sur le déterminisme. Jusqu'à quelle mesure peut-on analyser la société en termes de structure et de reproduction de ces dernières ? Les débats sur la terminologie de classe sont significatifs des évolutions depuis les années 1980, des positions épistémologiques des chercheurs. Jusqu'aux années 1980,
la grille de lecture marxiste est dominante. Les classes sociales sont des objets légitimes, et l'acteur n'est pas une catégorie heuristique qui puisse remettre en question les postulats marxistes. Les phénomènes de reproduction de l'ordre passé sont donc au cœur des recherches jusqu'au tournant des années 1980. Pierre Bourdieu ne fait pas exception à la règle. Sa grille de lecture dépasse pourtant une vision réifiante des phénomènes sociaux, elle est dynamique. On peut dire de sa sociologie qu'elle est celle de la permanence dans le mouvement. Le mouvement se pense en termes de champ. Les acteurs de chaque champ social sont au cœur de luttes de pouvoir et de stratégies de domination propres au fonctionnement de chaque champ. Ainsi, les règles de l'art 8 montrent les spécificités du champ littéraire. Les acteurs et leurs stratégies font évoluer les états du champ, ce qui revient à dire que l'origine sociale seule n'explique pas la totalité du social. En cela, on peut affirmer que Bourdieu n'est pas un théoricien de l'essence des phénomènes. Sa posture théorique permet de penser le mouvement et le changement. Pourtant, cette rupture opérée par Pierre Bourdieu est insuffisante pour beaucoup de chercheurs en sciences sociales. Les classes sociales sont même devenues une catégorie illégitime pour ceux qui préfèrent l'individualisme méthodologique. Un sociologue contemporain allemand, Ulrich Beck, publie notamment en 1986 Risikogesellschaft 9, traduit en français par la Société du risque. L'auteur postule une parcellisation des risques sociaux parmi tous les individus, qui seraient également exposés aux nouveaux dangers de la société. Cet ouvrage a un effet important car il paraît quelques semaines après la catastrophe de Tchernobyl, qui donne substance au niveau théorique de cette analyse. Selon Beck, le risque environnemental montre la désuétude du paradigme de classe 10. En France, cette position est reprise par les tenants de l'individualisme méthodologique, qui s'inspire aussi de l'interactionnisme américain, représenté notamment par Erwin Goffman 11. Luc Boltanski, élève de Bourdieu, semble prendre une certaine distance dès son ouvrage sur les cadres 12. Dans sa préface, il prône les chemins indigènes de la connaissance pour dépasser la vision structurelle d'une société de classe et penser de manière dynamique la formation de nouveaux groupes et d'identités individuelles façonnées par un travail de regroupement au sein de la sphère professionnelle. Ma propre position théorique emprunte aussi ces chemins indigènes de la connaissance. Selon moi, la notion de classe sociale n'est en rien réifiante. Elle implique une réflexion en termes de construction, et non de naturalisation des phénomènes sociaux. Michel et Monique Pinson-Charlot apportent la preuve de cette hypothèse. La classe dominante n'a eu de cesse de se recomposer pour rester dominante 13. Les stratégies de la bourgeoisie témoignent d'un effort constant d'adaptation. Elles sont actives et participent de la formation d'un groupe par lui-même, comme l'évoque Luc Boltanski. Pierre Bourdieu différencie la classe sur le papier, et la classe réelle, par l'existence d'un porte-parole 14 du groupe, au sens d'un représentant politique. Mon travail est donc d'analyser en quoi l'UMP pourrait faire ce que Bourdieu nomme le travail de représentation. Cette distinction est en réalité celle de Karl Marx 15 entre classe objective, nommée a posteriori en soi, et classe mobilisée politiquement, classe pour soi 16. Le militantisme des beaux quartiers. Une contradiction dans les termes ? Cet ouvrage s'attache à déconstruire un ensemble de préconçus sur le militantisme et la classe dominante. Nos représentations ont tendance à associer le militantisme à la gauche et à le dissocier de la classe dominante. L'intérêt pour les sciences sociales réside donc dans l'analyse des spécificités du militantisme UMP du 16e arrondissement de Paris, pour comprendre le sens de cet engagement inattendu. Notre attention sera en particulier portée sur la relation entre un territoire, le 16e arrondissement, et ses résidents, qui ont pour caractéristique principale de disposer d'un ensemble de capitaux, d'ordre social, économique, culturel, foncier, etc., très supérieur à la moyenne nationale et de facto d'appartenir à la classe dominante. Étudier la mobilisation politique d'un groupe qui se concentre sur un même territoire permet en effet d'opérer le passage conceptuel du groupe social favorisé à la classe dominante. Si le vivre ensemble dans le 16e arrondissement de Paris conduit à l'existence d'une identité collective et à un engagement politique d'envergure pour un seul et même parti, alors on peut s'interroger sur le fait social que représente l'entrée en militance à l'UMP dans le 16e.
L'analyse des entretiens et observations réalisés doit faire apparaître les mécanismes par lesquels la classe dominante opère le passage entre conscience d'appartenir à un groupe constitué et ancré territorialement, et volonté collective de s'engager dans un parti pour défendre ses intérêts et ses privilèges. C'est donc une double relation entre classe dominante et territoire qui doit être établie. Le territoire, en tant qu'espace matériel et symbolique, agit comme média de la constitution de la conscience de classe, et il est aussi agi par sa population. Le territoire serait donc une clé fondamentale pour comprendre le passage de la classe sur papier à la classe réelle. L'enjeu de ce travail est donc de dépasser la conception de la classe dominante comme classe sur papier, en montrant que la mobilisation politique des résidents du XVIe traduit une volonté collective de défendre les intérêts, les privilèges mais aussi les frontières de sa classe sociale. Dès lors, l'enquête doit faire émerger le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques militantes et la signification globale du phénomène social de l'entrée en militance UMP dans le XVIe. De manière synthétique, il s'agit de se demander en quoi les modes de structuration de l'organisation politique, les façons de militer et les objets du militantisme résultent de la localisation spatiale du militant privilégié, et en quoi ils influencent l'espace dans lequel l'action politique se déploie. L'enquête empirique, une démarche particulière pour un terrain inhabituel. Ce travail repose sur une enquête de type ethnographique et sur un ensemble d'entretiens réalisés entre juin 2006 et décembre 2007. La démarche adoptée sera détaillée et justifiée par la suite. La particularité de l'objet oblige également l'observateur au recul et au retour réflexif, tant au moment de l'enquête qu'au moment de l'écriture. Le chercheur en sciences sociales n'est pas un idiot culturel, capable d'adopter une posture surplombante face à son objet. La neutralité axiologique, de Weber 17, est un idéal dont on peut au moins se rapprocher en admettant que nous projetons des valeurs et des représentations individuelles et sociales sur notre objet. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.